publiquement ici à cette conférence de presse sur les perspectives gaz 2022-2023. Vous êtes aussi nombreux en distanciel, nous en vous remercions. Juste peut-être quelques points de précision. Donc, au niveau distanciel, votre micro est coupé pour laisser la place à Thierry et Dominique. Et en fin de présentation, vous aurez une séquence de questions-réponses. Vous pouvez déjà les poser en ligne et évidemment, on prendra les questions aussi dans la salle. Donc, aujourd'hui, vous êtes avec Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz, et Dominique Moucli, président et directeur général de Terega. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous et effectivement merci pour votre intérêt sur le passage de l'hiver gazier. Donc avec Dominique, on s'est dit qu'on allait commencer par camper un petit peu le décor et faire quelques rappels parce que je pense que parmi vous, il y a sans doute un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas l'habitude de participer à nos conférences de presse et que ces rappels peuvent être utiles. Alors, on va commencer peut-être par dire un mot de nos entreprises et de la situation actuelle. Donc, nous gérons l'un comme l'autre deux infrastructures de transport qui sont au service des consommateurs. Donc, de quoi parle-t-on? On parle d'un grand réseau de transport de 38 000 km de canalisation, donc 33 000 km pour GRTgaz, et je laisserai Dominique parler de Terega. Et on s'adresse à une consommation en France globale de l'ordre de 474 TWh si on regarde la consommation de l'année dernière, 2021. Au passage, c'est une consommation à peu près équivalente en énergie à la consommation qui se fait sur le réseau électrique que vous avez sans doute écouté ce matin. Cette consommation, elle se décompose en trois grands segments. D'abord, la consommation des particuliers, des petites entreprises dans les distributions publiques, c'est-à-dire dans les villes et les villages. Ensuite, les industriels, les gros industriels consommateurs de gaz qui sont raccordés directement au réseau de transport, à nos deux réseaux de transport, l'un ou l'autre. Et puis, ce qu'on appelle la production d'électricité centralisée, c'est-à-dire en gros les grandes centrales qui utilisent du gaz pour produire de l'électricité. Je ne commande pas les chiffres que vous avez sous les yeux mais qui donnent la part respective l'année dernière de la consommation et donc simplement la consommation sur le réseau GRTgaz de 444 TWh pour l'année dernière. Alors pour Terega, en fait, vous voyez, c'est la partie sud-ouest du réseau de transport, donc on assure le même service. En fait, cette partie sud-ouest, elle est constituée, c'est comme un hub. En fait, on assure la circulation du gaz entre l'est et l'ouest, entre le sud et le nord, ou le nord et le sud, en particulier avec l'interface vers l'Espagne. Et puis, on a un réseau régional qui, comme le réseau de GRTgaz, va desservir des distributions publiques et des industriels. Et puis, on coanime, bien évidemment, cette zone France, qui est la zone qui permet la gestion en fait, des flux de gaz et le service au consommateur final. Voilà, donc au-delà de ce service au consommateur final, une de nos missions importantes, c'est de gérer l'équilibrage sur le réseau, c'est-à-dire de veiller à ce qu'il y ait un bon équilibre entre les quantités de gaz qui arrivent et qui sont amenées par les fournisseurs de gaz et les quantités de gaz qui sont consommées depuis nos deux réseaux. Ces réseaux, ces infrastructures de transport, elles sont puissamment interconnectées. Je crois que ça c'est aussi important de le faire savoir parce que c'est un élément important pour la sécurité d'approvisionnement des consommateurs en France et aussi pour la solidarité avec les pays européens qui sont voisins. Et ce, y compris évidemment dans les situations les plus stressantes. Donc, vous savez qu'il y a très peu de gaz produit en France, l'essentiel est importé. Donc les points principaux d'entrée sur le réseau gaz sont les suivants. Nous disposons de 4 terminaux méthaniers qui sont en rouge sur la carte, qui sont sur les 3 façades maritimes et qui représentent à la pointe, alors on a pris des unités d'électriciens comme vous étiez ce matin avec des électriciens, donc qui représentent en puissance 59 gigawatts. Voilà, sachant qu'une tranche nucléaire c'est 1 gigawatt, voilà, donc 4 terminaux méthaniers, 59 gigawatts. Nous avons aussi, avec les réseaux, avec les pays adjacents, des points d'interconnexion qui sont donc représentés en vert sur la carte. Alors, il y en a un qui n'est pas tout à fait adjacent comme pays, il l'est par la magie d'un tuyau qui passe sous la mer, c'est la Norvège. Nous avons aussi 2 interconnexions avec la Belgique, une interconnexion avec l'Allemagne, une interconnexion avec la Suisse qui traditionnellement dessert également l'Italie. Et puis, nous avons aussi, mais je laisserai Dominique l'expliquer, une interconnexion avec l'Espagne. La capacité d'importation, donc toujours pareil, la puissance d'importation disponible pour rentrer en France est de 98 gigawatts.
mais nous avons aussi la possibilité de sortir du gaz depuis la France, et d'ailleurs nous le faisons régulièrement, à hauteur de 29 gigawatts en puissance. Alors pour la partie sud-ouest, donc ce que vous voyez, c'est effectivement l'interconnexion avec l'Espagne, qui en termes de gigawatts, là aussi, permet de rentrer ou de sortir l'équivalent de 9 gigawatts parmi les quantités qui sont mentionnées ici. Donc nous, on fait cette interface entre les entrées et les sorties vers l'Espagne et ensuite le réseau national. Sur la partie stockage, donc, le dernier élément qui est important dans les capacités, c'est les capacités de stockage qui sont disponibles. Donc, elles représentent aujourd'hui en volume, lorsque ces capacités sont remplies, 1/3 de la consommation française et elles vont être indispensables, vous allez voir dans ces scénarios, pour justement traiter les périodes dans lesquelles on a de très fortes consommations, puisque sur nos réseaux, il y a des grandes fluctuations. La capacité de soutirage maximale de ces stockages est de 103 gigawatts. Alors, je fais un petit aparté, elles sont réparties à peu près sur l'ensemble du territoire, de façon à servir l'ensemble du territoire, mais elles ne servent pas directement la consommation du territoire. Elles permettent globalement d'équilibrer les flux. Je prends juste un exemple. Dans le sud-ouest, pour nous, en fait, on a l'équivalent de 33 TWh de gaz sur notre territoire, quelque part, alors que la consommation est uniquement de 27. Donc vous voyez, c'est de la capacité disponible pour servir dans les périodes de pointe l'ensemble du réseau et des besoins des consommateurs. Alors, maintenant, on voulait vous montrer un petit peu comment les choses se sont passées depuis que la guerre en Ukraine a commencé. Et donc, vous avez ici deux cartes. Une qui compare les flux typiques en France avant la guerre et une autre qui compare les flux que nous observons actuellement. Avant la guerre, donc carte de gauche, les principaux points d'entrée du gaz en France étaient les suivants: la Norvège, la Belgique, l'Allemagne et les 4 terminaux méthaniers. Et les 2 points vers la Suisse et vers l'Espagne étaient plutôt utilisés comme point de sortie donc, vers les réseaux, avec donc du gaz qui rentre en France pour ressortir vers ces pays, la France étant un pays de transit. Depuis que la crise a démarré, en particulier depuis la guerre en Ukraine, les choses ont significativement changé. La première chose que l'on voit, c'est qu'au niveau de la Belgique, les flux se sont inversés. C'est-à-dire que là où nous importions du gaz depuis la Belgique, maintenant nous exportons du gaz depuis la Belgique. Et je dirais que ça a même commencé avant même l'invasion en Ukraine. Le deuxième élément qui est significatif, c'est ce qui se passe au niveau de l'Allemagne. Vous voyez, même si c'est un petit schéma, vous voyez que progressivement les flux que nous recevions d'Allemagne sont des flux qui ont diminué progressivement, qui sont arrivés même jusqu'à un point aujourd'hui où donc ces flux sont arrivés à zéro. Aujourd'hui, donc on n'a plus de flux physiques entre la France et l'Allemagne. Et nous travaillons actuellement en liaison avec nos collègues allemands à rendre possible l'inversion du flux, c'est-à-dire à rendre possible donc, un flux sortant vers l'Allemagne. Donc ce flux-là, encore, il n'est pas opérationnel. On est encore dans la situation où il n'y a plus de flux dans un sens ou dans l'autre à la frontière allemande. Mais nous pensons, dès le mois d'octobre, être en situation de pouvoir envoyer du gaz vers l'Allemagne. En tout cas, nous y travaillons activement. Alors, qu'est-ce qui a compensé finalement, qu'est-ce qui permet de faire en sorte que le système fonctionne quand même depuis un an malgré cette inversion et la perte au fond de ces 2 points d'entrée? Eh bien, ce sont les terminaux méthaniers, puisque les quantités de gaz arrivant par les 4 terminaux méthaniers français ont très significativement augmenté. On le verra en détail tout à l'heure. Voilà. Et puis peut-être un commentaire plus spécifique sur l'interconnexion avec l'Espagne. Alors sur l'interconnexion avec l'Espagne, en fait, historiquement, effectivement, les flux sont des flux du nord vers le sud. C'est le gaz sous forme vapeur qui descend et qui descend jusqu'en Espagne. Avec la crise ukrainienne, en fait, on a vu une inversion de ces flux, d'abord massive, et puis ensuite un équilibrage en fonction des tarifs de gaz sur notre zone, sur la zone France ou sur la zone Espagne. Et donc en moyenne, sur l'année qui vient de s'écouler, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, on est à peu près en flux équivalent en entrée et en sortie en Espagne. On passe au stockage ? Oui. Alors, sur la partie stockage, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, de telle manière à ce que vous compreniez les chiffres que l'on fait apparaître dans les simulations ensuite. Donc, c'est plutôt du didactique. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que
Le stockage, c'est comme un ballon. Quand vous avez gonflé le ballon et que tout à coup vous lâchez l'ouverture du ballon, il y a une grosse quantité de gaz qui sort. Eh bien, c'est pareil pour le stockage. Quand le stockage est plein, eh bien, il produit ou il a la capacité à mettre sur le réseau une grande quantité d'énergie. Et petit à petit, plus on le vide, plus cette quantité d'énergie baisse. Et c'est ce que vous voyez sur la première courbe. Cette première courbe, en fait, elle indique qu'on a une puissance de soutirage qui est optimale jusqu'à peu près 50% de la capacité de remplissage. Puis ensuite, elle va décroître. Donc, en fonction typiquement de la période à laquelle vous utilisez ces stockages dans l'année, imaginez qu'on ait soutiré en début d'année, par exemple, pendant début d'hiver, et que vous ayez besoin de soutirer en fin d'année, la capacité qu'on peut mettre sur le réseau n'est pas tout à fait la même en termes d'énergie que si vous avez gardé le plus longtemps possible les 50% au moins de remplissage qui vous permettent d'avoir au moins 85% de la puissance nécessaire. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes de remplissage, puisque ce qui est important aussi, c'est de savoir avec quel niveau on va commencer l'hiver. Eh bien, aujourd'hui en France, en moyenne, donc on est à 94% de remplissage sur l'ensemble des stockages, donc sur les 13 stockages dont on a parlé tout à l'heure. Et donc le remplissage des stockages en France, il se rapproche de 100% dans tous les cas, à ce qu'on appelle l'entrée d'hiver, c'est-à-dire le 1er novembre 2022, qui correspond pour nous à la période de début de l'hiver intensif. Voilà, donc sur une courbe qui vous permet de bien comprendre quand on prend un scénario avec à un moment donné le besoin de soutirer. En fonction du remplissage, du taux de remplissage, on n'a pas la même énergie disponible. Et puis ensuite, on part bien. Un mot sur les terminaux méthaniers, donc de manière un peu plus détaillée que tout à l'heure. Donc ces terminaux, je l'ai dit, ils contribuent très fortement à l'approvisionnement de la France et de l'Europe depuis le début de l'année. C'est illustré par la courbe que vous avez à gauche. La courbe noire, ça représente les quantités de gaz qui sont arrivées en France depuis le début de l'année, et ce, comparé à un certain nombre d'années précédentes. Donc vous voyez qu'à date, c'est-à-dire au 10 septembre, sur la courbe, on a déjà fait venir 250 TWh par le biais de navires arrivant dans les 4 terminaux méthaniers en France, là où l'année historiquement record, entre guillemets, était en 2019 de 233, et c'était toute l'année. Donc voilà, donc là, on s'attend effectivement à une année bien plus importante que cette année 2019. Et comme je vous l'ai expliqué, ce gaz, il sert non seulement à servir la consommation française, à remplir les stockages, comme Dominique vient de le montrer, mais aussi à jouer la solidarité avec cette inversion des flux que j'ai détaillée. Voilà ce qu'on peut dire sur les terminaux méthaniers. Et donc maintenant, on va passer au cœur de notre présentation, qui sont les perspectives pour l'hiver. Alors, je voudrais d'abord donner quelques éléments sur les hypothèses que nous avons prises pour faire ces simulations. Donc nous nous sommes basés sur ce que nous constatons donc, depuis un certain temps. Donc ce que nous constatons depuis un certain temps, c'est ce que je vous ai présenté là, en termes de schéma de flux, des points qui sont utilisés en entrée, beaucoup, des points qui sont utilisés en sortie, beaucoup aussi d'ailleurs, certains points. Et donc on a pris ce que l'on voyait en matière de GNL, ce qu'on voyait en matière de Norvège, on a considéré qu'on continuerait à exporter vers la Suisse, qu'on continuerait à exporter vers la Belgique. On a aussi considéré qu'on exporterait donc vers l'Allemagne, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et que dans cette configuration hivernale, sans doute, on importerait du gaz depuis l'Espagne par le point frontière. Nous avons aussi pris comme donnée d'entrée de la consommation observée en y incluant, je dirais, la baisse de consommation qu'on a observée depuis le début de l'année 2022. Voilà. On n'a pas, en revanche, et c'est assez cohérent, je crois, avec ce qu'a présenté RTE ce matin, on n'a pas pris d'hypothèse additionnelle à ce stade, dans les simulations que l'on va vous présenter, sur des efforts de sobriété additionnels. Là, on s'est contenté de prendre ce que nous observions à date. Voilà. Et puis, le dernier point sur lequel, en revanche, on a pris une hypothèse, en liaison évidemment étroite avec RTE, c'est la sollicitation des cycles combinés gaz, donc le besoin de gaz pour produire de l'électricité. Nous nous sommes placés dans le scénario, alors je ne sais plus comment il l'appelle, central de RTE, enfin on s'est placé dans le scénario le plus
exigeant, entre guillemets, pour nous en matière de consommation de gaz, de manière à ce qu'on puisse aider le système électrique français. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on le regarde, Dominique ? Alors, ce qu'on va regarder en termes de scénario, c'est on va regarder deux grands paramètres. C'est le volume consommé sur l'hiver, c'est-à-dire en moyenne, bien évidemment. C'est-à-dire, est-ce que pour les conditions d'hiver, j'ai envie de dire normal et standard, on passe en volume. Et puis, on va aussi regarder si on est capable de franchir des pointes. En fait, les pointes de consommation gazière, c'est les moments où les conditions météorologiques sont les plus exigeantes en termes de froid, etc. Et on sait, comme vous le voyez sur ce scénario illustratif, que dans ces moments-là, il faut être capable de mettre sur le réseau des quantités de gaz plus importantes et rapidement. Et c'est là où, en fonction du moment où ces pointes peuvent arriver, de leur importance, en fait, on peut mettre le système plus ou moins sur tension. Donc, dans les scénarios, bien évidemment, on a regardé le volume standard et on a regardé quelques cas de pointe. Alors j'ajouterais, pour faire aussi la différence et la comparaison avec nos collègues électriciens, que notre pointe à nous, c'est une pointe journalière, c'est-à-dire c'est une journée très froide où on va consommer beaucoup de gaz. On n'est pas dans une problématique de pointe à l'intérieur d'une journée. Ils ont dû vous expliquer, voilà, le sujet c'est le matin très tôt, le soir éventuellement quand tout le monde rentre de travailler, avec un objectif de déplacer les heures de pointe à l'intérieur de la journée. Donc nous on n'a pas cette problématique-là, le gaz est stockable, il y a une partie du gaz qui est aussi dans les tuyaux et donc on peut jouer sur la respiration dans les tuyaux. Donc la pointe pour nous c'est une journée, ce n'est pas une heure particulière. Alors, quels sont les résultats ? Donc, on va commencer par regarder la simulation sur un bilan. Donc, le bilan, c'était la surface bleue que Dominique vient de vous présenter, c'est-à-dire du début de l'hiver jusqu'à la fin de l'hiver, on a besoin d'une certaine quantité de gaz pour faire face à la consommation, selon les scénarios évidemment de consommation. Est-ce qu'on en aura assez ? Est-ce qu'on sera capable d'en amener assez ? Donc, sur ce graphique, vous voyez la situation, la simulation de référence que nous avons prise, c'est-à-dire un hiver moyen. Donc, prenons d'abord l'hiver moyen, ensuite on verra les autres cas. Donc, sur un hiver moyen, qu'est-ce que nous avons comme besoin ? Nous avons un besoin de consommation qui, au total, s'élève à 309 TWh. Et puis, nous avons aussi, avec les hypothèses que nous avons prises, un besoin d'exportation vers les réseaux adjacents de l'ordre de 84 TWh. Qu'est-ce que nous avons en face pour satisfaire ces besoins ? Dans l'ordre, en commençant par le bas, nous avons la possibilité d'importer via les réseaux adjacents. Donc là, vu comment le système fonctionne et en l'absence de gaz russe, nous avons essentiellement fait l'hypothèse qu'on avait du gaz qui rentrait depuis la Norvège et puis du gaz qui pouvait rentrer aussi depuis l'Espagne, mais on n'a pas pris de gaz rentrant de Belgique ou d'Allemagne. Nous avons aussi la possibilité de sortir du gaz depuis les stockages, évidemment, c'est un point très important, et à hauteur de 99 TWh. Et nous avons la possibilité également de faire venir du gaz toujours par bateau, donc dans les terminaux méthaniers. Et puis le quatrième étage, qui est évidemment un peu plus petit, mais qui commence à se voir et qui va en montant, c'est la production de gaz local en France, sous forme de biométhane, pour 3 TWh, qui aura une contribution significative pour l'hiver. Voilà, donc vous voyez que les deux graphes sont équilibrés. C'est-à-dire que pour un hiver moyen, on a un système équilibré, on est capable d'avoir autant de gaz que nécessaire pour les besoins du système gaz. Alors il n'y a pas beaucoup de marge, comme vous le voyez, et évidemment, notamment dans les jours les plus élevés, mais on va revenir sur ces jours les plus élevés, il faut mobiliser tout ce qu'on a disponible sur le pont. Ensuite, on a regardé évidemment des scénarios dégradés. Alors, on a à peu près regardé les mêmes scénarios que RTE, pour ceux qui étaient là ce matin, à une petite nuance près. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé d'hiver doux, parce que comme ça passait en hiver moyen, on s'est dit c'est pas la peine de regarder l'hiver doux, mais évidemment, si ça passe en hiver moyen, ça passe en hiver doux. Et donc, on a regardé un hiver froid, un hiver très froid, donc type 2012-13, et type 2010-11, ce sont les mêmes dates, les mêmes hivers que ceux que RTE a regardés aussi. Et on a, nous, ajouté un hiver qui nous intéressait particulièrement, qui est un hiver moyen, mais avec des pointes de froid très importantes, pour voir si le système, dans ces situations de stress, passait. Alors, que donnent nos simulations brutes ? Vous les voyez résumées à droite. Donc, hiver moyen, je le rappelle, pas de déficit, ça passe. Si on est sur un hiver moyen avec une pointe extrême de froid,
c'est ce qu'on entend par pointe 2%, c'est-à-dire une pointe telle qu'il s'en produit une fois tous les 50 ans. À ce moment-là, on a un déficit sur l'hiver, sur la totalité de l'hiver, de environ 0,4% de la consommation. Vous voyez que 0,4% de la consommation, c'est quand même très peu. On est, je dirais, un peu dans l'épaisseur du trait, voire dans l'incertitude des calculs. Si on est sur un hiver froid, type 2012-2013, à ce moment-là, il nous manque un peu moins de 7 TWh sur la durée totale de l'hiver, ce qui représente environ 2% de la consommation. Cas extrême, si on prend un hiver très froid, cet hiver, c'est vraiment un hiver très, enfin voilà, c'est un hiver très froid, un peu le scénario extrême. On a à ce moment-là un déficit de l'ordre de 16 TWh qui représente un petit peu moins de 5%, 4,7% de la consommation de l'hiver pour la France. Voilà, donc on voit en résumé que pour un hiver moyen ou un hiver doux, ça passe, que pour des hivers plus stressants, on constate un déficit. Ce déficit, il peut être relativement faible et pour les hivers les plus froids, il peut être un peu plus marqué. Pour autant, et ça sera la suite de la présentation bien sûr, nous avons un certain nombre de leviers à notre disposition qui peuvent être actionnés et qui permettent de gérer ces déficits. Vous voyez que ce n'est pas non plus des déficits colossaux. Vous voyez que quand on est dans le cas le plus extrême, même pas 5% de la consommation, on n'est pas sur quelque chose d'ingérable et c'est bien le sens de ce que l'on va dire. Voilà, donc ça c'est la vision en bilan sur un hiver complet. Ensuite, on s'est intéressé aussi à qu'est-ce qui se passe sur ce qu'on appelle la pointe de consommation. Donc je rappelle, la pointe de consommation, ce sont des journées particulièrement froides qui peuvent se produire évidemment en cours d'hiver. Et on a regardé plus précisément deux cas de figure. On a commencé par regarder le froid le plus extrême, c'est-à-dire celui que la réglementation prévoit de traiter, c'est-à-dire la journée la plus froide tel qu'il s'en produit une fois tous les 50 ans. C'est ce qu'on appelle aussi le risque 2%, la journée la plus froide. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, on n'est pas sur l'hiver complet, on est sur une journée, cette journée-là, telle qu'il s'en produit une fois tous les 50 ans, avec donc une consommation évidemment très importante. Les besoins à couvrir, donc c'est la même logique, hein, le besoin de consommation intérieure, et puis les besoins d'exportation vers les réseaux adjacents. Qu'est-ce qu'on a en face à mettre? On a à mettre, même chose que tout à l'heure, les importations depuis les réseaux adjacents avec les mêmes hypothèses que celles que j'ai données. On a le sous-tirage depuis les stockages. Et là, on a écrit à 45% de remplissage. Pourquoi ça? Parce que statistiquement, ces journées très froides, au risque cinquantennal, ces journées-là, elles se produisent plutôt en début d'hiver. Donc quand elles se produisent en début d'hiver, on est dans une situation où les stockages sont bien remplis, s'ils ont été correctement gérés, c'est ce qu'expliquait Dominique tout à l'heure. Et donc on est dans la partie de la courbe qui était plate, avec des stockages qui sont capables de donner le maximum de leur puissance. Donc la partie bleu ciel est assez élevée. Et puis on a toujours évidemment les terminaux méthaniers et le biométhane qui également fournit sa contribution donc, à cette journée de pointe. Voilà, vous voyez que quand on met tous ces moyens-là en face des besoins tels qu'on les a pris par hypothèse, on fait apparaître un petit déficit de 65 GWh. Donc 65 GWh rapporté à un total de, alors je n'ai pas le chiffre précis, mais de l'ordre de 4400 ou 4300 GWh. Donc on est sur quelque chose qui doit être inférieur à 2%. Donc dans ce cas le plus extrême, puisque là c'est vraiment le cas le plus extrême, on peut effectivement avoir à gérer un déficit qui est quand même assez limité à l'intérieur d'une journée, avec des leviers sur lesquels, encore une fois, on va revenir. On a regardé une deuxième situation stressante, et vous allez voir que paradoxalement, elle est plus stressante que celle-ci, alors que celle-ci, qui est le jour le plus froid qu'il peut y avoir en 50 ans, l'est un peu moins. Donc on a regardé une journée, là on a pris un hiver très froid. Donc c'est un hiver très froid, ça veut dire qu'il a fait très froid pendant l'hiver, très bien, donc on a consommé beaucoup et donc on a été amené sans doute à soutirer dans les stockages pendant la première partie d'hiver pour pouvoir faire face à la consommation. Et donc on arrive dans la deuxième partie de l'hiver, c'est donc ce qui est résumé sur ce schéma-là. Donc dans la deuxième partie de l'hiver, il fait quand même un peu moins froid. Et donc
la pointe à laquelle on peut faire face, elle est significative en termes de consommation, mais vous voyez qu'elle est plus basse que sur le schéma précédent, de l'ordre de 307 gigawattheures, enfin de 10% en gros, par rapport aux 3470 qui sont sur le graphique. Donc on a une pointe plus basse. Mais paradoxalement, on est plus gêné. Pourquoi ? On peut toujours, donc on a toujours les exportations vers les réseaux adjacents, ça n'a pas bougé. On a toujours les importations avec les réseaux adjacents, ça n'a pas bougé. Les terminaux méthaniers, ça n'a pas bougé. Ce qui a bougé en revanche, c'est que les stockages, je vous l'ai dit, comme on les a utilisés pas mal pendant ce début d'hiver très froid, eh bien, on se retrouve avec des stockages qui sont moins remplis. Ici, dans l'exemple que nous donnons, des stockages remplis à hauteur de 22%, et donc des stockages qui ont une moindre puissance en sortie. Et donc, quand on met les besoins en face des ressources, vous voyez qu'on fait apparaître un possible déficit plus important que le déficit de tout à l'heure, alors que la consommation est moindre. Voilà, donc ça vous explique en fait à la fois le fait qu'il y a potentiellement plus de risques dans deuxième partie d'hiver qu'en première partie d'hiver, puisqu'on commence l'hiver avec des stockages très remplis. Et puis ça explique déjà deux choses qui sont très importantes à comprendre. D'une part, l'importance de préserver dès le début de l'hiver les stockages. C'est-à-dire que, c'est une idée très simple finalement, il faut garder le gaz le plus longtemps possible pour pouvoir en disposer jusqu'au bout de l'hiver s'il y avait du froid tardif qui arrivait. C'est tout simplement l'histoire de la cigale et de la fourmi. Il faut se comporter en fourmi. On a fait des provisions pour l'hiver, il faut les gérer en bon père de famille, de manière à ce qu'elles soient disponibles jusqu'au bout de l'hiver, jusqu'à ce qu'on n'ait plus à faire face à des froids significatifs. Et puis la deuxième idée qui est aussi importante, alors même si ce n'est pas une idée pour les consommateurs, c'est plus une idée pour les fournisseurs de gaz, mais cette idée, c'est que le GNL dans les terminaux méthaniers, les terminaux méthaniers doivent être gérés un peu en ce qu'on appelle en cuve haute, c'est-à-dire qu'il faut toujours veiller à ce qu'il y ait suffisamment de GNL dans les cuves, dans les réservoirs des terminaux méthaniers, pour que si à un moment donné ils se mettent à faire froid, on n'ait pas besoin d'attendre un bateau qui arrive et qu'on puisse tout de suite sortir le gaz pour faire face à cette demande, sur une journée de pointe. Alors, maintenant, un mot sur les leviers disponibles. Parce que je vous ai dit qu'on a des leviers pour gérer, mais encore faut-il de savoir de quoi on parle. Je regarde juste si je n'ai pas oublié un slide. Voilà, c'est bon. Alors, les leviers. Donc, première famille de leviers, il y a des leviers qui sont à la main des fournisseurs. Donc là, on ne parle pas au grand public, on parle plutôt aux fournisseurs de gaz que sont Total Energy, Engie, EDF et tous les autres. Et notamment ceux qui utilisent les stockages et qui font venir du gaz par les terminaux méthaniers, enfin tous les fournisseurs en réalité. Donc là, ce sont des conseils qu'on donne en fait tous les ans, mais qui sont encore plus importants cette année. J'ai déjà développé largement. Il faut préserver les stockages, donc la fourmi plutôt que la cigale, pour la fin de l'hiver. Et j'ajouterais même, il faut ne pas hésiter à regarnir les stocks en cas de redout ponctuel. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ça s'est fait l'année dernière. Les fournisseurs l'année dernière, comme on avait une situation un peu tendue en termes de stock en Europe, pas en France, mais en Europe, au moment de Noël, la consommation traditionnellement baisse, en plus il y a eu un peu de redout, et donc les fournisseurs, par précaution, en ont profité pour continuer à faire venir du gaz et à le remettre dans les stockages pour pouvoir faciliter le passage de l'hiver. Et puis donc la deuxième chose, c'est qu'évidemment, les fournisseurs, ils vont jouer sur les entrées et sur les sorties, évidemment, pour adapter les choses par rapport aux besoins. Donc voilà, ça c'est pour. Donc quand je dis entrée-sortie, c'est les terminaux méthaniers, mais c'est aussi les entrées ou les sorties par gazoduc. Ensuite, il y a les messages vis-à-vis des consommateurs. Donc les consommateurs, le message, il est très simple, et vous allez voir qu'il est très cohérent d'ailleurs avec celui qu'ont donné nos collègues, c'est la sobriété. On rappelle ici que 1 degré de moins dans un local, ça réduit la consommation d'environ 7%. Et donc, appliqué à la France, vous voyez, ça donne des chiffres qui sont donc, de l'ordre de 170 gigawattheures jour ou de 17 terawattheures sur la durée de l'hiver. Alors, juste, si je fais appel à votre mémoire, tout à l'heure, je vous ai dit, dans le cas de l'hiver le plus froid possible, on pourrait avoir à faire face à un déficit de 16 terawattheures, si vous vous en souvenez. Bon, voilà. Là, on dit, si on a 1 degré de moins, on est capable d'économiser, on est sur des ordres de grandeur, à peu près la même chose.
Et le 170 gigawattheures sur une journée, là cette fois-ci je ne suis pas sur la durée de l'hiver, je suis sur une journée, le 170 gigawattheures sur une journée très froide, il est à rapporter du 258 que j'avais tout à l'heure en déficit sur une journée de fin d'hiver très froid, avec une pointe de consommation et des stockages qui ont été un peu vidés. Donc vous voyez avec ces exemples-là que la sobriété, ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment quelque chose qui est dans nos mains et qui nous permet de réduire la probabilité d'occurrence de ces situations compliquées, qui sont déjà des situations qui se produisent en risque avec une faible probabilité, mais qui en plus, qu'on a les moyens d'éviter. Donc pour ça, nous allons mettre en place un dispositif d'information et de sensibilisation, de type EcoWatt comme RTE le fait. Donc qui sera un dispositif gaz ouvert, un site web qui donnera de l'information aux citoyens, aux collectivités, aux entreprises, aux gestionnaires de parcs HLM ou de parcs d'habitation, qui permettra donc de connaître le niveau de tension du système gaz et le niveau de consommation du système gaz, et qui permettra à chacun de contribuer à son équilibre en mettant en œuvre des éco-gestes. Et puis troisième type de leviers disponibles éventuellement, des leviers qui sont plus à notre main, à nous, gestionnaires de réseau. Donc des leviers qui consistent à activer des dispositifs d'interruptibilité rémunérée. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'industriels volontaires qui sont d'accord pour baisser leur consommation moyennant une rémunération, et que donc on appellerait en cas de situation de tension sur le réseau pour qu'ils baissent leur consommation. Vous voyez que là, le potentiel qu'on peut aller chercher entre les différents types d'interruptibilité, c'est 200 gigawattheures-jour. On est aussi dans les mêmes ordres de grandeur que le déficit que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, en dernier recours, mais on espère bien ne pas en avoir besoin, si vraiment tous les autres leviers n'avaient pas fonctionné, c'est-à-dire si on n'avait pas fait suffisamment de sobriété, si si l'interruptibilité ne s'avérait pas suffisante, il y a toujours la possibilité d'activer en dernier recours donc les mécanismes de délestage qui, en gaz, sont des mécanismes qui ne concernent pas les consommateurs particuliers, qui concernent les grands consommateurs, l'objectif étant justement de protéger les clients résidentiels et les clients protégés comme les hôpitaux, etc. À ces leviers-là, je voudrais, avant de conclure, ajouter un point qui me paraît extrêmement important, et je pense que c'est aussi important que ce soit compris par les Français. Dans cette affaire-là, on a affaire à une situation qui est compliquée en matière d'énergie, que ce soit sous forme de gaz comme sous forme d'électricité, vous l'avez bien compris. Il est indispensable, et c'est ce que nous faisons, que le gaz, les deux énergies, gaz et électricité, marchent absolument de manière solidaire. Et je vais vous donner 3 exemples de ce qui est en train de se faire. Premièrement, on rappelle, ça a été dit ce matin par RTE, on rappelle que le gaz participe à la production d'électricité, particulièrement cette année, particulièrement l'hiver qui va venir. Là, vous voyez, on a illustré la consommation sur les 8 premiers mois de l'année 2022 comparée à la consommation sur les 8 premiers mois de l'année 2021, c'est-à-dire la quantité de gaz qu'on a utilisée dans les centrales à gaz pour faire de l'électricité, vous voyez que c'est pas loin du double. Donc évidemment, dans la situation actuelle du parc électrique, le parc électrique a besoin des centrales à gaz pour gérer son équilibre. C'est absolument indispensable. Et donc ça explique le fait que nous ayons travaillé de concert, étroitement avec nos collègues de RTE, pour fixer les hypothèses, sur combien d'électricité venant du gaz on peut compter, et nous sur combien de gaz on peut leur donner pour produire l'électricité dont ils ont besoin. Premier message. Deuxième message, vous êtes dans une conférence gazière, vous pourriez vous dire, et les gens qui nous écoutent pourraient dire, finalement, moi je ne suis pas concerné par la sobriété gazière puisque je me chauffe à l'électricité. Ce serait une erreur. Ce serait une erreur parce que la sobriété, en fait, elle est nécessaire qu'on se chauffe au gaz ou à l'électricité. Vous avez entendu depuis des semaines et des semaines, on entend dire le gaz, les centrales à gaz sont les centrales marginales dans le système électrique, ce sont les dernières centrales qu'on appelle. Donc à chaque fois qu'on économise 1 degré dans une maison qui se chauffe à l'électricité, on économise du gaz pour produire cette électricité. Et j'ajouterais même, et donc ça veut dire que c'est important, si on veut économiser du gaz, non seulement ceux qui utilisent du gaz, il faut qu'ils économisent le gaz, il faut qu'ils baissent d'1 degré leur chaudière à gaz, mais ceux qui utilisent de l'électricité aussi, en baissant leur chauffage électrique, ils baisseront la consommation de gaz. Et j'ajouterais que c'est encore plus vrai quand les gens qui se chauffent à l'électricité utilisent des convecteurs électriques. Parce que quand on utilise un convecteur électrique, si vous suivez le petit chemin des molécules,
Pour chauffer ma maison à gaz en bas, j'ai besoin d'une molécule, une quantité de gaz, et j'obtiens la chaleur dans la maison. Pour obtenir la même quantité de chaleur dans la même maison avec un radiateur électrique, je suis obligé, avec mes molécules de gaz, il m'en faut 2, de la mettre dans une centrale à gaz qui a un rendement de 50%. Donc, parce qu'elle a un rendement de 50%, je sors en énergie plus que 1 en électricité qui va servir à chauffer ma maison. Voilà. Et j'ajouterais aussi, je ne sais pas si ça a été dit ce matin par RTE, mais c'est capital à la fois pour l'électricité et pour le gaz. La pire des choses à faire dans un hiver comme celui qu'on va vivre, ça serait de s'équiper de convecteurs électriques mobiles, de radiateurs électriques mobiles. Pourquoi ? À la fois parce qu'on augmente la pointe électrique, donc on aggrave la situation que RTE doit gérer, d'une part, et d'autre part parce qu'on augmente de manière très importante la consommation de gaz, puisque c'est en marginal, ce radiateur électrique supplémentaire, il nécessitera deux fois plus de gaz, on va dire, pour produire de l'énergie. Voilà, donc c'est vraiment important que les gens comprennent qu'ils ont besoin, qu'ils soient au gaz ou à l'électricité, il n'y a pas de question à se poser, il faut économiser l'énergie. Troisième chose que je voulais partager avec vous, et ça a déjà été dit par le président de la République, vous avez compris que la France est mieux lotie en gaz que certains de ses voisins, et en particulier que l'Allemagne, du fait de ses terminaux méthaniers, du fait de sa position géographique et de ses choix d'approvisionnement historiques. Nous sommes donc dans une situation où nous aidons déjà et nous allons continuer à aider nos voisins en gaz. Nous allons leur envoyer du gaz. Et vous avez certainement entendu ce matin RTE dire que la France aurait besoin, cette année plus encore que d'habitude, des interconnexions électriques, et donc aura de plus besoin que d'habitude que nos voisins nous aident en électricité. Donc vous voyez que quelque part, si je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne, il y a quelque chose de gagnant-gagnant. L'idée, c'est que nous aidions nos voisins allemands sur leur sujet gaz qui est plus compliqué que le nôtre, et qu'en retour, ils nous aident sur leur sujet électrique qui est plus compliqué que le nôtre. Et je n'y étais pas, mais c'est ce que j'ai vu dans la presse, c'est ce qui, semble-t-il, a été discuté entre le chancelier allemand et le président de la République. Au passage, ce soutien, il peut être simultané, synchrone ou asynchrone. C'est-à-dire que ça peut être à un instant donné, on envoie du gaz en Allemagne qui va servir à produire du gaz qui va servir à produire de l'électricité dans une centrale allemande, et l'électricité reviendra en France. Mais ça peut être à différents moments de l'année. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut envoyer du gaz parce que les Allemands en ont besoin, et puis à un autre moment de l'année, quelque part, les Allemands nous renverraient l'électricité parce qu'à ce moment-là, on en aurait particulièrement besoin. Voilà. En tout cas, je crois que c'est très, très important de comprendre cette nécessité de la solidarité entre le vecteur gaz et le vecteur électrique. Voilà, pour conclure cette présentation et en venir aux questions, plusieurs messages importants à retenir. D'abord, une évidence, c'est que les gestionnaires de réseaux de transport de gaz que nous sommes, évidemment, et nos équipes, nous sommes très fortement mobilisés pour piloter le système gazier français. Et ça, c'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait des mois et des mois qu'on travaille pour à la fois faire des simulations, qu'on travaille pour, augmenter éventuellement les entrées sur le réseau français. Anticiper les stockages. Absolument, pour remplir les stockages, j'ai vu que ça s'est bien passé, préparer des nouveaux dispositifs autour de l'interruptibilité, voilà. Donc on est vraiment sur le pont, et les équipes sont aussi sur le pont pour faire en sorte que les infrastructures, que les machines, que les ouvrages que nous exploitons soient disponibles, évidemment, pour faire face à l'hiver, et ils seront mobilisés, évidemment, pendant toute la durée de l'hiver. On n'est pas seul dans cette affaire-là, on travaille en lien étroit, je l'ai dit, avec RTE sur donc, la gestion du réseau électrique, et puis bien sûr avec les pouvoirs publics. On n'est pas seul non plus au sens où on travaille aussi, alors à la fois avec les autres acteurs d'infrastructures gazières, alors les stockages, mais il se trouve que Teréga est à la fois stockeur et transporteur, les gestionnaires de terminaux méthaniers, dont vous avez compris le rôle très important également, mais les fournisseurs ont évidemment un rôle capital parce que ce sont eux qui amènent le gaz, pas nous, donc ce sont eux qui vont piloter les entrées-sorties sur le réseau français, et c'est eux qui vont gérer les stockages de manière à les préserver tout au long de l'hiver. Ensuite, donc, ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de dire, c'est que dans un hiver moyen, donc, la France elle est capable à la fois de faire face à la demande de gaz pour sa demande intérieure, tout en soutenant le système électrique et tout en contribuant activement à la solidarité européenne. Que, ensuite, quand on a des hivers froids ou très froids, on peut se retrouver dans des situations de tension qui peuvent se développer en cours d'hiver, plutôt effectivement en deuxième partie d'hiver. Et ce qu'il faut retenir, alors s'il y a un seul message à retenir, c'est que voilà, pour aider à prévenir ces situations, à faire en sorte qu'elles ne se produisent pas,
eh bien, c'est vraiment la sobriété en gaz et en électricité, même si on est gazier, qui est indispensable et qui est indispensable dès maintenant. C'est-à-dire qu'en gaz, ce n'est pas au moment où il y a la pointe qui se produit qu'il faut réduire le chauffage, c'est tout l'hiver, de manière à préserver les stockages tout l'hiver. Enfin, c'est encore une fois l'histoire de la fourmi. Voilà. Et puis, je dirais pour terminer, si on se projette un tout petit peu pour les hivers suivants, mais vous l'avez bien compris, cette conférence de presse, elle ne porte pas sur les hivers suivants. La mise en service d'un nouveau terminal méthanier flottant au Havre, qui est prévu donc, dans un an, mais aussi l'accélération du développement des gaz renouvelables, avec la loi qui arrive au Parlement prochainement pour les énergies renouvelables électriques et gaz, permettront de réduire davantage le risque que nous avons cette année pour donc ces hivers suivants.